Thank you. Merci Lourdes Vidal pour cette présentation. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, moi je préfère intervenir en français. Je pourrais le faire en anglais, mais ce sera vraiment poor. It will be a poor presentation, parce que mon vocabulaire est limité en anglais, même en français d'ailleurs. J'aurais préféré la faire en arabe, mais bon. Voilà, je vous remercie pour votre présence. En fait, ce n'était pas une affaire mince. J'ai pris le défi en proposant ce titre, la crise syrienne et son influence, l'impact de la crise syrienne ou le conflit en Syrie sur le débat, sur le pluralisme et la diversité dans la région du Moyen-Orient. J'ai voulu, dès le début, prendre le débat à un niveau différent de ce qu'on entend aujourd'hui. Tout en considérant que la région du Moyen-Orient, en particulier, a ses propres caractéristiques qui sont différentes de la région de l'Égypte ou de la région, ce qu'on appelle l'Égypte, le Soudan, ou la région du Grand Maghreb. Et en réfléchissant à cette question, je me suis dit, le défi et les enjeux du conflit syrien vont au-delà de la Syrie. Et d'ailleurs, ils posent une réflexion assez profonde à propos de l'ancien régime arabe. Le régime arabe qui a été mis en place au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et il questionne profondément l'État moderne qui a été créé au lendemain de la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman et le découpage de la région du Moyen-Orient en plusieurs États indépendants. C'est cet État-là qui est mis en question dans son pluralisme et dans son mode de gestion de la diversité. C'est cet État-là qui est mis en question, non seulement en Syrie, mais dans l'ensemble de la région du Moyen-Orient. Et de ces questions-là que j'aimerais discuter ce soir avec vous, en présentant une grille d'analyse qui plonge plus dans le processus socio-historique de la création et de la fondation des États modernes dans la région que dans l'avenir de la crise actuelle. Mais en espérant, avec ce détour par l'histoire, en espérant avoir des éléments pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et pour mieux réfléchir à l'avenir de la région. En fait, la crise syrienne, le conflit en Syrie, la révolution en Syrie, le soulèvement en Syrie, appelez-les comme vous voulez, par ses résultats au bout de 2 ans, présente un défi majeur pour les 2 principaux piliers sur lesquels il a été construit l'État moderne dans la région, en général et plus particulièrement l'État syrien. C'est un défi territorial, c'est un défi à l'unité territoriale, et 2, c'est un défi à la population qui forme le corps social et qui forme l'unité de l'État moderne. Et moi, je propose une lecture en 3 temps, en 3 périodes historiques. La première, c'est le moment de la création des États modernes au début du XXe siècle. C'est juste pendant cette période de transition entre la chute de l'Empire ottoman et l'imposition des mandats sur la région et la création des nouveaux États. Le deuxième moment ou la deuxième période,
c'est la période des indépendances et la mise en place des projets nationaux et comment ces projets nationaux ont traité, quel traitement a été réservé à la question du pluralisme et quelle politique ou quel mode de gestion a été aussi dédié à la gestion de la diversité en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, dans la région du Moyen-Orient. Et le troisième moment, c'est le moment de l'échec de ces projets nationaux et le soulèvement, les printemps et les soulèvements populaires qui ont commencé en Tunisie et qui continuent aujourd'hui en Syrie. En fait, mon intérêt, c'est de voir comment la question du pluralisme et de la diversité a été conjuguée, a été déclinée, s'est déclinée et a été conjuguée dans ces États modernes de la région. Il y a une différence assez importante, en fait, entre deux moments. Et il faut tenir ça, il faut prendre ça en considération pour comprendre, si on va comparer le moment actuel avec ce qui s'est passé fin 19e, début 20e siècle. Aujourd'hui, les différents acteurs nationaux, en Tunisie, en Égypte, en Syrie, ils ont été pris par la surprise des soulèvements populaires. C'est le mouvement populaire a pris par surprise les principaux acteurs, comme il a pris par surprise aussi les acteurs régionaux et internationaux. Qu'est-ce que j'entends par là? Que vraiment, il y a eu un soulèvement volontaire populaire qui n'a pas puisé dans une réflexion profonde au niveau intellectuel, qui ne portait pas vraiment des projets alternatifs. Tandis que ce qui se passait fin 19e, début 20e, était un mouvement bien réfléchi. Les Arabes se préparaient à l'après l'Empire ottoman. La période, ce qu'on appelait la Renaissance arabe, en Nahda, cette période du milieu du 20e, 19e, début 20e siècle, toutes les questions ont été posées. Qu'est-ce qu'on fait après l'Empire ottoman? Est-ce qu'on cherche à créer un État-nation arabe, la Grande Syrie, ou un État-nation arabe qui englobe l'Irak, la Jordanie, la Palestine, le Liban? Plusieurs intellectuels ont publié, écrit, discuté. Il y avait un héritage culturel assez riche dans lequel les différents courants politiques, que ce soit d'appartenance laïque, nationaliste arabe ou islamiste, ont puisé pour construire leur projet politique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui explique un peu ce malaise et ce qui explique pourquoi la transition actuelle est en crise et pourquoi progressivement on commence à avoir une confrontation entre deux projets. Le projet porté par les frères musulmans ou par l'islamisme politique et un projet en gestation qui est flou encore, porté par les autres groupes, que ce soit les différents groupes de gauche, les groupes laïques, certains groupes de femmes, des jeunes. Fin 19e, début 20e, les idées étaient mûres, étaient claires. Mais l'imposition sur la région des mandats français et britanniques en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Irak, en Palestine, et le découpage de la région ont créé d'autres réalités. Et ils ont poussé les élites arabes de l'époque à reconsidérer leur projet. Et ces découpages ont créé une sorte d'amalgame au niveau territorial. Parce qu'on a créé l'État de l'Irak, on a créé l'État de Jordanie, de la Jordanie, un bricolage territorial qui n'existait pas dans l'histoire.
Et même le roi, la famille hachimite, n'avait aucun lien d'attachement. Elles étaient c'est le roi de la Hijaz, en Arabie Saoudite, qui a été, qu'on lui a donné comme bonus, parce qu'il a soutenu les Alliés pendant la Première Guerre mondiale, on lui a fabriqué un État. On a créé l'État d'Israël qui a créé une crise permanente et ouverte, un conflit qui déroule jusqu'aujourd'hui sans aucune issue. On a créé l'État, le Grand Liban, en rattachant au Mont Liban des régions qui appartenaient à la Grande Syrie, avec une confrontation idéologique entre deux groupes, les libanistes et les nationalistes syriens de la Grande Syrie. Et avec le reste, on a créé la Syrie. Ce pays enferme, comme elle venait de le dire, Lourdes, une diversité territoriale parce qu'il y avait des groupes plus ou moins identifiés, soit ethniquement, soit religieusement, soit linguistiquement, sur des territoires bien définis. Des Druzes, des Maronites, des Kurdes, des Arméniens, des minorités chrétiennes. Ces groupes-là ils se sont trouvés au sein d'un État-nation. Ils étaient avant au sein de l'Empire. Ils avaient des statuts particuliers. Mais là, ils étaient obligés de composer avec un État moderne, un État, soi-disant, entre guillemets, un État-nation. Et ce qui a posé d'emblée la question de la légitimité, de l'allégeance à cet État-là. Et c'était un défi majeur devant les élites qui ont pris le pouvoir après les indépendances, à faire union, à créer une identité nationale. Et une citoyenneté, une appartenance qui transcende ces divisions-là. C'était le cas, c'était le paysage de cette période-là, des années des mandats et des années de l'indépendance. Et la création de ces différents États, comme je viens de le dire, ont enfermé dans leur territoire des ethnies, kurdes, arabes, juives, arméniennes, des minorités linguistiques et des minorités religieuses. On a des groupements, des Druzes, des Sunnites, des Chiites, des Maronites, des Grecs orthodoxes, des Arméniens. La deuxième période, c'est la période des indépendances, où c'était clair pour certaines élites, surtout des élites qui ont accédé à l'éducation, qui ont eu une éducation par l'intermédiaire de la généralisation de l'éducation, l'implantation des écoles, l'institution de l'armée, et ils étaient porteurs d'un projet national. Ce projet a pris plusieurs titres, plusieurs étiquettes, mais on peut le résumer en ce qui concerne l'Irak et la Syrie, et c'était surtout par le levier du parti Baas dans ces deux partis, dans ces deux versions, la version irakienne et la version syrienne. Ces élites avaient comme objectif de créer une citoyenneté nationale, une identité arabe qui primait sur les identités infra- et supranationales, que ce soit kurdes ou des minorités chrétiennes, c'est l'identité, le citoyen arabe dans un régime laïque avec un système de socialisme d'État. Et tout a été mis en place pour la réalisation de ce projet-là, avec un pacte national implicite que
l'État se charge de bien-être de ses citoyens, de la libération du colonialisme et de la libération de la Palestine, à condition que les citoyens portent allégeance à cet État-là. Et l'État garantit l'éducation, garantit les services publics, la santé publique gratuite, et garantit un secteur public efficace. C'était ça les idées affichées. À condition que les citoyens, les différents groupes qui composaient ce territoire national, portent allégeance à ce système-là. Le contre-exemple de ce système-là, c'était l'exception libanaise. Et le système politique libanais qui est connu sous le nom du confessionnalisme politique, qui consistait à l'opposé, qui a fondé un système tout à fait à l'opposé de ce système-là, en reconnaissant la différence au sein de la société et surtout la différence religieuse, et en fondant une citoyenneté qui a comme base et comme racine l'appartenance religieuse et l'appartenance confessionnelle, et qui a distribué le pouvoir entre les différents groupes religieux, et non seulement le pouvoir, et a distribué aussi les fonctions publiques, les principales fonctions de l'État, et qui a donné aux autorités religieuses un pouvoir prépondérant, avancé, et un pouvoir qui primait sur le pouvoir de l'État et surtout sur les lois civiles de l'État. Et c'est pour cela la gestion des affaires des différents groupes communautaires revient totalement en matière de statut civil, d'héritage, de mariage, aux communautés et aux institutions communautaires, et dans une absence totale des lois civiles de l'État. Ces deux modèles ont fait leur preuve pendant la période, cette deuxième période que j'appelle la période de la création et de l'implantation, de la mise en place des projets nationaux. Ils ont fait la preuve et ils ont montré leurs limites. Et c'est dans ce sens-là que les racines des soulèvements actuels se trouvent. Ils ont fait leurs limites au niveau économique et social. Tous les chiffres, tous les rapports montrent le recul au niveau du développement humain des différentes sociétés du Moyen-Orient. Ils ont fait leurs limites dans leur capacité de vraiment créer cette citoyenneté. Parce que les régimes en place, et surtout les régimes qui sont arrivés après les différents coups d'État, que ce soit en Irak ou en Syrie, qui se sont institutionnalisés, stabilisés du milieu des années 60, surtout dans les années 70, et qui ont pu se maintenir en place jusqu'à tout récemment, en Irak, en Syrie, en Égypte, en Tunisie, en Libye, en Jordanie, au Yémen. Ils ont manipulé la question du pluralisme. Ils ont coopté les différents groupes minoritaires par différents moyens et par différentes politiques. C'est en fait toujours la politique du bâton et de la carotte. Les politiques réservées aux Kurdes, que ce soit en Syrie ou en Irak, c'était des politiques d'exclusion, de cooptation. On les prive de leur nationalité, on les déplace des zones entières, ce qui a été fait en Syrie, toute la zone frontalière. On a arabisé cette zone pour créer une ceinture de sécurité pour séparer entre les Kurdes de la Syrie et les Kurdes de la Turquie. On leur donne leur nationalité pour des raisons politiques. On soutient un parti kurde contre un autre qui se trouve en Irak ou qui se trouve en Turquie. On leur réserve des postes clés à l'intérieur, au sein de l'État,
pour assurer leur allégeance. On leur prive de ces postes-là pour des questions politiques. On réserve des postes aux chrétiens. Il y a une sorte de confessionnalisme politique non avoué, implicite. Une sorte de manipulation qui a créé un effet pervers chez ces communautés-là. Même s'ils n'avaient pas avoué, même si les régimes en place ont réussi toujours à camoufler, à embellir cette image de l'identité nationale et cette cohésion nationale et cette diversité et cette gestion du pluralisme où toutes les communautés vivent en harmonie, en fait, ce qui tramait au niveau inférieur de la société, c'était tout à fait l'inverse de cette image, de cette belle image présentée par les régimes. Y compris le système libanais. Il a fait ses preuves et il s'est montré incapable de gérer sa diversité. Plusieurs guerres civiles ont eu lieu. Si des coups d'État ont eu lieu en Irak, en Syrie ou en Jordanie, plusieurs guerres civiles ont eu lieu au Liban. La première en 1958, la plus longue en 1975, et ce qu'on vit depuis 2005-2006, c'est aussi une guerre civile non déclarée et non avouée. Ce projet de modernisation porté par les élites et l'échec de ce projet de modernisation a poussé les différents groupes, les jeunes, les différents groupes, à protester, non seulement aujourd'hui, mais les protestations ont commencé bien avant. Mais les régimes étaient capables, à l'époque, de réprimer ces protestations et ces contestations. Des contestations qui ont eu lieu tout au long de l'histoire de l'État moderne. Dans les années 60, 70, surtout dans les années 80, ce qu'on appelait les manifestations de la farine, contre la cherté de la vie, des manifestations à des revendications ethniques, identitaires. Mais les régimes en place avaient encore des cartes à jouer, avaient des cartes à jouer vis-à-vis des pans entiers de la société au niveau interne, et il y avait des cartes à jouer au niveau régional et au niveau international. Cette légitimité s'est détériorisée avec le temps. La légitimité interne, parce que au bout de plusieurs décennies, toutes ces sociétés se trouvaient dans l'impasse. Chômage, pauvreté, taux d'éducation assez bas, des niveaux d'éducation médiocres, des débauchés inexistants au niveau du marché du travail, immigration massive, des transformations démographiques et sociales qui ne sont pas prises en compte par les régimes. Tous ces facteurs-là, en parallèle de la perte de légitimité au niveau régional de ces régimes-là, ou de leur rôle, la marginalisation, ou à moins de la marginalisation de leur rôle joué au niveau régional et international, ont contribué favorablement à ce que les soulèvements de 2011 produisent un effet fondamental. En fait, la question qui se pose pour la Syrie aujourd'hui et pour la région du Moyen-Orient, elle est tout à fait différente par ses enjeux que la question que se posait pour la Tunisie, la Libye ou l'Égypte. Là-bas, c'est vraiment une affaire du régime, et la question de la diversité et du pluralisme ne remet pas en question l'État-nation ou l'État moderne. Contrairement, c'est tout à fait à l'opposé de cette réalité-là, l'effondrement du système actuel en Syrie, l'héritier de l'ancien régime arabe, remet sous les projecteurs, sous le feu de projecteurs, la question du territoire, principalement avec la question kurde, remet en question la question
de la diversité sur laquelle a été construit l'État-nation? Est-ce que une cohabitation pacifique, enrichissante de cette richesse culturelle va permettre à former le nouveau, ou sera la base du nouveau régime en Syrie? Et on remarque qu'avec l'éclatement du conflit en Syrie, les tensions entre les sunnites et les chiites en Irak se sont amplifiées. Les tensions entre les sunnites et les chiites au Liban se sont amplifiées. Les minorités chrétiennes ont commencé à poser des vraies questions, des questions sur leur avenir, leur devenir. La peur de l'islamisme grandissant, l'arrivée au pouvoir des frères musulmans en Égypte et du parti An-Nahda en Tunisie, et la tournure, la domination sunnite dans le mouvement de contestation au sein de l'armée syrienne libre et le nombre de djihadistes qui combattent en Syrie pousse ces minorités à poser des vraies questions sur leur avenir. En effet, c'est autour de ces questions-là que moi j'aimerais lancer le débat ce soir. On n'est pas uniquement devant un soulèvement populaire volontaire, tout en reconnaissant que tous ces mouvements ont été, que ce soit en Syrie, en Jordanie, y compris en Jordanie, en Égypte, en Tunisie, en Libye, étaient au début, si on veut parler au niveau des scènes, leur première scène, c'était vraiment des soulèvements populaires, volontaires, émanés de l'intérieur de ces sociétés-là, et qui revendiquaient des droits citoyens, des questions socio-économiques, chômage, pauvreté, cherté de la vie. Ensuite, on arrive devant une deuxième scène. C'est la scène de la récupération de ce mouvement-là par des groupes structurés internes. Des groupes qui avaient une expérience au niveau du pouvoir, au niveau de la participation politique. Et des groupes qui ont une longue expérience derrière eux, plus particulièrement les groupes, les frères musulmans, parce qu'ils avaient profité d'un réseau social et d'un réseau des institutions sociales et religieuses pour rester actifs et avoir un contact permanent avec la population. Ce qui n'était pas le cas des autres partis laïcs ou les partis de gauche qui ont été interdits, prohibés et qui perdaient tout leur réseau sociopolitique. Une récupération, on a vu les résultats tout récemment dans les urnes après les élections qui ont eu lieu en Tunisie et en Égypte. Suite à cette deuxième scène arrive une troisième scène. Une sorte de aussi récupération ou cooptation internationale. Et là, les principaux acteurs, que ce soit régionaux ou internationaux, soucieux de leurs intérêts et soucieux de maintenir un équilibre au niveau de la géostratégie et de la géopolitique régionale, ont cherché à coopter ce mouvement-là à travers les acteurs les plus forts au niveau de l'échiquier national. Et on voit les résultats aujourd'hui par l'intervention, que ce soit par les acteurs européens ou l'acteur dominant américain ou les Russes, comment ils essayent progressivement d'influencer le processus en cours. Arrive une quatrième scène. La scène de la crise de cette période de transition que connaît aujourd'hui la Tunisie et l'Égypte. Et c'est une crise, à mon avis, c'est une crise qui est due au manque de projet, au manque de vision, au manque d'un projet de gouvernement, et pas uniquement des grands titres, et pas uniquement des idées idéologiques, ou des idées dogmatiques, ou des idées qui puisent dans un répertoire religieux, un projet de gouvernement
qui tient compte de l'économie, du social, du culturel, du politique, des relations internationales, du militaire, du sécuritaire. Et si l'Égypte et la Tunisie connaissent aujourd'hui une crise de transition, c'est une crise de projet. Et c'est là que je vais dire que, comparant avec les périodes précédentes, les deux périodes d'avant la création des États nationaux et au lendemain des indépendances, aujourd'hui, ce qui est en question, c'est ce projet-là. Les groupes libéraux, laïcs, de gauche, mouvements de femmes, de jeunes, ils commencent à réfléchir profondément aux défis de la période, aux défis de la transition. Et ils commencent avec beaucoup de difficultés, à chercher à avoir des idées claires et des projets pour faire face, pour faire un équilibre politique avec le mouvement d'obédience islamiste. Ce n'est pas le cas en Syrie. Ce que je viens de présenter au niveau de la fragilité de l'État-nation, de l'État moderne, et de l'écroulement, de l'effondrement de cet État moderne, l'Irak est divisé aujourd'hui. L'Irak suit le chemin du confessionnalisme libanais, suit le chemin de la discorde libanaise. On ne parle plus d'un État national, de l'arabisme, de l'identité arabe. Moi, je ne fais pas un jugement de valeur et je ne défends aucune de ces idées-là. Mais je veux dire que, ça y est, cet État est effondré en Irak. Il y a le Kurdistan qui est indépendant, une sorte de fédéralisme. On commence à partager le pouvoir sur des bases confessionnelles. Premier ministre chiite, président kurde, chef du parlement sunnite. Le Liban, qui a des années, des décennies d'expérience à ce niveau-là, connaît depuis le début des crises endémiques. Il y a un malaise social à gérer cette diversité. Ces questions ne se posent pas en Syrie. Il n'y a aucun parti qui a une réflexion profonde. Quelles sont les bases sur lesquelles le futur État syrien sera construit? On entend d'ici et là qu'une solution à la libanaise, que pour donner des garanties aux différents groupes, surtout les groupes majoritaires, on partage le pouvoir entre un président sunnite, un premier ministre alawite, ou vice-versa, en donnant aux chrétiens certains postes clés et aux kurdes certains postes clés. Ce modèle de gestion du pluralisme et de la diversité a fait ses preuves et a présenté ses limites. Il les a présentées depuis presque un siècle au Liban. Il les présente actuellement en Irak. Et il les présentera en Syrie. Il n'y a pas de projet hégémonique comme c'était le projet du nationalisme arabe au lendemain des indépendances. L'islamisme politique, il avance par tâtonnement. Quelqu'un pourrait me dire qu'il y a le néo-ottomanisme poussé par le PKK en Turquie. Mais ceci dit que, en attendant une vraie confrontation de projets de société, ce qui prime, ce sont les confrontations. C'est une réflexion aujourd'hui, une recomposition de ces États-nations sur le fond des guerres civiles. Qu'on l'admet ou on ne l'admet pas, c'est le cas en Syrie, c'est le cas en Irak, c'est le cas au Liban, les trois principaux composants du Moyen-Orient. La Palestine est en guerre permanente, les Palestiniens sont divisés entre eux-mêmes, et les Jordanies posent toujours des questions de son existence et de son rapport à la population palestinienne et à la Palestine en général. C'est ça ce que je voulais... Sur ces questions-là, j'ai voulu mettre l'accent ce soir. Je sais que
c'est une grille d'analyse peut-être tirée par les cheveux ou poussée à l'extrême. Mais je pense, j'ai constaté que ce genre de débat est absent de débats qu'on entend dans différents forums ou dans différentes audiences. Et j'aimerais vous donner la parole pour mieux discuter, élargir le débat. Voilà. Merci beaucoup.